OK. Ouais. T'as-tu vraiment pesé record cette fois-là? Ça fait 15 minutes qu'on fait un show. Oh, man. Wow! Wow! Puis le record n'était pas pesé. Wow! Sur ça. Là, on peut sauter les 5 minutes où on a compté la vie de Sofiane. Tu sais, il est en vacances, Sofiane. OK, c'est beau, il est dans Charlevoix. Mais c'est quoi, Nilton? Le temps d'une paix, Mamoun, comment tu l'as appelé? Là? Marianne? C'est Ticoun, mais tout ça, on s'en tape. Ticoun. On a fait 15 minutes de show dans le vide. Dans le vide. On a fait 15 minutes. 15 non, minutes. ils sont nuls. Ouais. Parfaitement, je vais le dire ça. T'es nul, Nilton. Parce que moi pis Sid, on n'a pas accès au piton. T'es le seul responsable. Écoute, je vais te donner de la marde. Comme Silly, là. C'est de la faute à Silly. Salut, Wow! t'es le fucking Wow. Dante Silly de la dernière game. Oh, man. Ça me tente même plus de faire ce show-là, gang. Non, on va continuer. On a l'habitude de faire des podcasts qui durent plus longtemps avant et après. Fait que, Qu'est-ce qu'on a dit, Sid? On résume qu'est-ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était l'entraînement. Écoute, on avait le scoop, le mercato. Ben, tant pis, on le dit pas. Le joueur qui s'en vient cette semaine, on l'a déjà dit. Tout bad, Ok. vous allez l'apprendre plus tard. On a dit... non, sérieusement... OK. OK, mais c'est là qu'on voit l'utilité de Sofiane Benzaza. Oui. Il connaît les boutons, Monsieur T. Bon, Moi, c'est bon. moi j'avais une job à faire et ça a été complètement raté. Voilà. On parlait, OK. juste avant Oui, que mais je me moi- rende compte qu'il ne se passe rien, on... on parlait de la vidéo de George Campbell. La vidéo Oui. Ouais, mais de Max, remerciement vas-y, d'adieu. donne ton point, parce que c'était vraiment cool. Je pense que ce que tu amènes, moi j'avais juste précisé que des vidéos de ce type-là, en tout cas dans le timing, il y en a eu déjà, que ce soit pour George Mihailovic ou que ce soit pour Mathieu Chouanière, Nathan Saliba aussi. Il y a une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Simplement, je pense que la distinction, c'était que celle-ci était véritablement une vidéo pour dire merci et au revoir. Alors que les autres étaient un peu différentes dans le contenu, où parfois on accompagnait simplement un joueur dans ses derniers moments dans la démarche. avec le CF Montréal. Tu disais, Max, que tu avais une petite crainte, puis j'imagine que si toi, tu as une crainte, c'est sûr que le club, son niveau de crainte est à fois 1000. Une vidéo comme ça, là, la même de George Campbell, là, que ça soit diffusé pendant le warm-up ou à la mi-temps, la même vidéo, tu as vraiment une crainte justifiée que ça vire mal au niveau du public, que les gens se mettent à huer, ils feront quoi? Non, là? mais c'est que, dans le fond, dans la version qui n'existera jamais de notre show, tu nous posais la question si ce genre de vidéo-là, c'était juste bon pour les réseaux sociaux ou la vidéo d'adieu de Campbell, ça aurait dû jouer au Stade Saputo. Puis, je te disais, je pense pas que ça devrait jouer après les matchs parce que c'est déjà assez lourd. Là. Je veux dire, à partir après les matchs, non. Après les matchs, avant le premier but. Avant le premier but. Exactement. Avec ça, on oublie ça. Avant le premier but, ça veut dire qu'on la joue pas à la mi-temps non plus. Fait que, c'est peut-être avant le match, quand tout le monde est de bonne humeur. Le match n'est pas commencé. On a espoir qu'aujourd'hui, on va réussir à aller chercher les 3 points, qu'on va avoir un bon match, qu'on va enfin avoir une autre victoire au Stade Saputo. Fait que peut-être avant les matchs, mais c'est pas une année comme les autres. Quand Mihailovic est parti, il avait décidé de rester jusqu'à la fin. Il y avait une magie alentour du club. Mais on ne peut pas commencer à adapter notre stratégie selon le contexte ou de la saison. Là. Il faut que ça je ne ferai pas la même vidéo. Je ferai pas la même vidéo non plus. Je pense que c'est faisable. Parce que c'est très important le timing, Max, et à y réfléchir. Le seul moment, c'est à l'avant-match, un petit peu après les échauffements et avant qu'on commence à annoncer le 11 partant. Par contre, la vidéo, je la ferai plus courte, plus un peu on va dire dans l'émotion et dans l'énergie d'un joueur qui remercie, qui souhaite à l'équipe de gagner et qui finisse par aller Montréal et un merci beaucoup. C'est short and sweet. À faire avec tout le monde. Maintenant, un peu le risque de ça, c'est que il y a des gens avec qui on le fait, d'autres avec qui on le fait pas. Tu sais,
personne n'a finalement demandé la vidéo de Yankov. Mais sinon... Non, mais c'est vrai pareil. Je veux dire... Tu vois, une chance qu'on a fait record pour cette joke-là parce qu'elle est excellente. Puis Opoku qui n'était pas à l'entraînement aujourd'hui. D'ailleurs, absent de taille quand même à l'entraînement, le Mala Opoku, qu'on peut spéculer pourquoi il n'était pas là à l'entraînement. Personne ne demanderait sa vidéo non plus. Non, mais il y a des circonstances faciles à comprendre. Je veux dire, personne ne va demander une vidéo au départ comme ça de Yankov en pleine saison, mais il y a des joueurs marquants qui font partie du processus du projet du club. Le fait qu'on vende... Yankov, on a juste à écrire attention. On a juste à écrire but sur des feuilles, puis Yankov, il fait but. Ah, c'est à l'écran, puis les partisans peuvent suivre avec les cartons but. Tu sais, je pense que, regarde, Yankov, mais je pense que c'est un bon exemple. La vidéo qu'a fait Campbell, pour Yankov, une vidéo un peu plus longue, je la ferai. Où il pourrait dire que c'était difficile pour lui, mais de façon... Il y a de manières de dire que, tu sais, comme qu'il aurait aimé que ça fonctionne mieux, mais il garde un très bon souvenir, etc. Puis il est content de l'opportunité que ça lui a permis. Oui, parce que c'est pas une mauvaise expérience, il n'a pas ridiculisé le club, c'est juste un mauvais fit, point final. Ça n'a pas fonctionné, c'est tout. C'est ça. Mais tu sais, comme tu peux la faire pareil, puis je pense que ça grandirait le club aussi, genre comme justement de ne pas avoir, OK, on a les chouchous, on a ceux, genre les indésirables, et tout, genre comme non, simplement, écoute, c'est ça. Mais au stade, et ça c'est fait pour tout le monde, short and sweet. C'est short and sweet, avec le 50% en français limite, là, genre comme dans le contenu de la vidéo, puis c'est tout. Genre comme ça laisse une trace, parce que c'est pas vrai non plus que tout le monde est sur les réseaux sociaux du club et va consommer cette information-là. Il y a des gens qui sont que au stade, il y a des gens qui sont que à la télévision, mettons. Donc il y a des gens qui là-bas pourraient justement dire, hey, mais le seul moment où c'est possible, et je rejoins Max, c'est avant, peut-être avant l'entrée des joueurs même. Tu la mets là, voilà. Parce que tu prends un but et après tu mets ton meilleur défenseur à la vidéo, tu te dis, hey, ciao, moi je suis parti. C'est pas. Mais l'autre problème, puis tu sais, il y a des joueurs à qui on a demandé de faire des vidéos d'adieu qui sont partis puis que les joueurs n'ont pas voulu parce que ça s'est mal terminé. Fait que est-ce qu'à partir du moment où le partisan s'attend à ce qu'il y ait une vidéo d'adieu, puis là, il n'y a pas de vidéo d'adieu avec tel ou tel joueur, on se dit « Ah, ça s'est mal terminé parce qu'il n'y a pas fait de vidéo d'adieu. » Mais tu sais quoi, Mac? Shame on them. Shame aux joueurs. Parce que si c'est quelque chose qui se fait de façon régulière, assumé, comme quoi c'est pas, on ne vidange pas des gars, c'est juste un remerciement au revoir et tout ça au public. Si après le joueur, lui, est tellement blessé dans son orgueil ou que son expérience est négative qu'il décide d'ignorer, de snobber les partisans, shame on him, c'est tout, tant pis. Parce que, puis on peut parler de Saliba, je ne sais pas si tu vas en parler, Max, concernant la vidéo de... pas mal déjà commencé. Ce qu'on a appris, c'est que Nathan Saliba aurait refusé de faire l'équivalent de George Campbell parce que probablement, il a été un peu déçu par la situation contractuelle. Tu sais, quand on a rencontré Gabriel Gervais en début de saison, puis qu'on lui demandait à l'arrivée de Jalen Neal, est-ce qu'on considérait faire la même chose avec un produit local comme Nathan Saliba, lui donner un contrat initiative U22? Il a commenté comme quoi il ne voulait pas faire de négociations publiques. Peut-être qu'à ce moment-là, Saliba avait déjà sa tête un peu ailleurs avec l'expérience de Mathieu Choinière, arrive à cette situation-là, il décide de dire non, moi je pars tout bas, vous avez voulu me laisser un salaire de 100 000 une saison de plus, moi je ne vous ferai pas de la publicité gratuite. Moi, je trouve que c'est un peu simpliste comme réaction. Je peux comprendre que le joueur soit un peu fâché, mais si je suis dans son entourage, je suis son conseiller, son père, tout ça, ce genre de comportement-là, ce n'est pas une attaque envers le club qu'il fait, dans le fond, il le fait envers les partisans. En quoi une vidéo, disons qu'il est très fâché après le club, qu'il fasse une vidéo où il ignore complètement les remerciements envers le club, mais qu'il remercie ses formateurs, ses anciens coéquipiers, les coéquipiers actuels, la ville, etc., etc. Il parle de Longueuil, ainsi de suite. Il y a moyen
de faire quelque chose de hyper positif, uniquement concentré sur lui, son expérience au Québec et son futur, et ça passe complètement. Mais c'est la même chose en radio. Je veux dire, combien d'animateurs en ce moment quittent leur radio où ils étaient, mais ils font tous un mot pour les auditeurs. Je veux dire, même s'ils sont fâchés contre leur patron, ouais, mais ils ont tous une pensée pour les auditeurs. Ils ont pas mal fait une déclaration claire et nette contre la station, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que ça te surprend, Sid, que la démarche de Nathan Saliba? Écoute, je suis en train de regarder sur les réseaux du club. Il y a une vidéo de remerciement de Nathan Saliba. Donc, je me demande à quel point elle aurait été différente si on estimait que le joueur avait collaboré ou pas. Je ne suis pas certain. Mais là, je vois une vidéo de Nathan Saliba. Là, tu vas faire la Sofiane. Merci Nathan. Puis cette vidéo-là, il y a le fameux, t'en souviens, l'image où il était encore ramasseur de balles quand il était plus jeune à l'académie. Est-ce que c'est un montage ou c'est un montage de plusieurs. Écoute, je vais te l'envoyer par un autre canal. Mais je l'ai vu, moi, mais est-ce qu'il prend la parole pour remercier tout le monde après son départ? C'est ça la petite différence. Il y a une voix off qui semble être lui qui parle. Maintenant, est-ce que c'est des extraits d'entrevue ou c'est du contenu? Je ne sais pas, parce que là, je fais un podcast. Ouais, on peut faire end record puis aller checker. Non, mais tu sais... On peut repartir un autre podcast. Touche à rien. Touche à rien. Mais il y a une vidéo, parce que j'avais ce souvenir-là. Donc, est-ce qu'elle aurait été différente? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un joueur aussi que, d'un point de vue de timing, est-ce que ça s'est fait quand il était avec le Canada aussi? Je sais pas, il y avait un... Non, il y a eu le temps de revenir. Il y a eu le temps de revenir au Québec entre le Canada et son départ en Europe. Il a pris l'avion le dimanche suivant. Il y avait eu un match samedi à Montréal, puis il a pris l'avion dimanche. Là, par contre, c'est vraies affaires. Les vidéos, c'est le fun. Alicia m'a fait. Les vidéos, c'est le fun. Mais il y avait aussi l'idée de la présentation au stade, mais du joueur en tant que tel. Et là, pour le coup, on sait quels sont les joueurs qui ont besoin de dire au revoir et qu'on sait qu'ils vont se faire applaudir. Si on ne décide pas d'utiliser ça pour passer des messages, mais ça, je pense que du côté du CF Montréal, je sais que c'était assez moqué à une époque. On s'en souvient des pains de la toile qui avaient été offerts là, par Nakashima Farhan. En fin de match, lors d'un match, le bouquet de fleurs pour Didier. Bon, bref, on sait qu'il y a eu dans le passé des moments où... Mais en même temps, tu te dis que Mathieu Choinière, à qui tu ne dis pas formellement au revoir, que tu vois dans les tribunes pour le match contre Hamilton, notamment. Nathan Saliba aussi, qui était dans les tribunes là. Ça fait un peu bizarre quand même qu'ils n'aient pas cette espèce de tour d'honneur avec des partisans qui leur disent merci et bonne chance. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de voir dans le futur. Mais on est tellement dans le profond. Là, on est dans une vidéo aux réseaux sociaux ou au stade, c'est cool, là, mais juste de voir Choinière aller jouer LAFC, Nathan Saliba qui quitte, on ne sait pas trop à quel point, c'était pas le bordel, mais je veux dire, quitte quand même un peu amer. S'il revient à MLS, c'est juste à Montréal ou il joue ailleurs. Il faut garder... L'appartenance du joueur à son club doit rester. Choinière, il n'y a aucune raison valable que Mathieu Choinière joue à Los Angeles au lieu de jouer à Montréal. Ça n'a pas de sens. OK, on est sur ce sujet-là. Moi, ça m'intéresse fortement. Nilt, tu as fait un texte que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis, au-delà de clauses contractuelles ou même administratives de la MLS qui aurait un droit de regard et de retour sur là où les joueurs reviennent dans la ligue une fois qu'ils sont partis, cette idée-là que le joueur doit absolument être à Montréal. Moi, j'aimerais vraiment t'entendre sur ça, parce que, spoiler alert, je ne suis pas nécessairement d'accord, mais j'aimerais que tu développes sur le fait que ça c'est venu te chercher. Est-ce que ça vient te chercher, excuse-moi d'être un peu long dans ma question, parce que tu as l'impression que c'est un peu une espèce de tour de passe-passe
qu'à la base, il serait forcément allé à LAFC, puis on a mis la Suisse comme escale, ou ça vient de chercher parce que pour toi, un Québécois doit être au CF Montréal lorsqu'il est en MLS. J'aimerais vraiment t'entendre par rapport à ça. Je vais tout de suite toucher le deuxième sujet, là, celui du tour de passe-passe. Je ne suis pas très adepte du complot. Là. J'ai un ami pour ça. J'ai un ami qui aime ça. Il est à Charlevoix en ce moment. Et là, il est à Baie-Saint-Paul. Il regarde des toiles dans un musée. Il voit le lien du CCPP. Il dit « Damn, si madame ne me voit pas, je pourrais cliquer. » En tout cas, lui, il l'a vu dès le début. Puis j'étais comme « Ah, come on. » Je ne suis pas adepte du complot, mais celle-là, il pue beaucoup. Ça pue vraiment très, très fort. C'était peut-être pas un plan à 100% réfléchi, mais il y avait un gros pourcentage de what if. Il y a ça. À la limite, je suis capable d'accepter ça parce que c'est les règles du jeu, puis il n'y a rien qui empêche un club MLS de faire ça. On a juste à faire la même chose, nous. Moi, ce qui me gosse le plus, c'est le double discours du club. Quand le club dit que tout le volet communautaire, foot local, blablabla, 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 puis qu'on est le tremplin du footballeur local vers quelque chose de mieux, si ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune raison que finalement, quand ils reviennent, ou même à l'intérieur même du club, si je ne suis pas capable de donner un gros salaire à une pépite, je vais l'envoyer au Galaxy. Non, ce n'est pas le deal qu'on avait. Le deal qu'on avait du CF Montréal, c'est qu'on va, oui, servir de tremplin pour le footballeur local pour des aspirations européennes, internationales. Pas pour des aspirations nord-américaines. Ça, je ne suis pas prêt à accepter ça parce qu'il n'y a rien. Aussi... Puis, juste pour compléter, il n'y a rien qui nous empêche de donner un bon salaire, le même salaire que Choignard va recevoir ailleurs en MLS, il n'y a rien qui nous empêche de le donner ici même. Surtout si on a la place pour. Je ne te parle pas d'un deuxième gardien extraordinaire puis qu'on a juste un. C'est une position qu'on a besoin, c'est un joueur qu'on a formé, c'est un salaire qu'on est capable de payer. Je ne parle pas d'un joueur qu'il faut payer 5 millions parce qu'il s'en va ailleurs ou qui est prêt à recevoir à peu près la même chose qu'ici, mais avec des aspirations et un potentiel d'un autre club. En MLS, quand je vois un Québécois obtenir un salaire que je paye d'autres, ça, désolé, c'est peut-être du chauvinisme, mais c'est inacceptable. Mais quand il a quitté Mathieu Choignard, ça sentait mauvais. T'sais, on avait eu les informations en arrière. C'était quoi les. Puis on nous a vendu à la fin, même si c'était le bordel, puis c'est probablement la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase d'Olivier Renard, Vassili, là, tout a suivi après ça. Mais à un moment donné, on nous a vendu aux partisans que Mathieu Choignard quittait pour des aspirations d'Europe, puis qu'il a toujours rêvé à ça. Puis on le buvait mal. On voyait que. On savait que c'était un faux prétexte. Exactement. Et là, quand on le voit revenir, qu'il ne revient pas à Montréal, on fait comme, ouais, non seulement ça s'est mal passé, puis ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais en plus, on a essayé de nous convaincre que c'était vraiment pour des aspirations d'Europe, puis il ne revient pas ici. C'est un peu comme Balou. Quand Balou, ça n'a pas marché, il est revenu ici. Ouais. Ça n'a pas plus marché la deuxième fois. Mais il y a le discours du club, finalement, qui est au cœur de ce qui va vous déranger. Parce que cette énergie-là, elle n'était pas là pour Bassong. Le fait qu'il soit à Kansas City, ça ne vous dérange pas. On s'entend. Non, parce que ça il n'était pas établi non plus. Il n'était pas établi. Mais... Il était bon, mais il n'était pas établi comme Mathieu Choignard était. Non, Mathieu Choignard était libéré. Du CF Montréal. Il a été libéré de l'effectif. Okay. Comme là, on rajoute une étiquette. Il faut donc être établi, partir, revenir ailleurs. Et là, ça fonctionne comme mon point, c'est que tes meilleurs joueurs, s'ils sont québécois, il n'y a aucune raison qu'ils se retrouvent à LA, à New York, à Chicago, name it. Il n'y a aucune raison. Parce que la vraie raison quand tu transfères un Québécois à l'international, c'est qu'il y a des aspirations salariales et des conditions de club nettement supérieures. À Montréal, en MLS, on est capable de payer le même contrat. On va le voir, le Choignard, il va avoir combien à LAFC? Oh, comme 5-6? 6? Ouais. Probablement 6. Ouais. C'est ce qu'il demandait à Montréal, puis que si on avait accepté dès le début, mais il serait encore là à Montréal. Puis l'autre truc, c'est que Mathieu Choignard représente, juste par
par son parcours, représente exactement ce que tu veux. Il est rentré à 9-10 ans, il a passé par la pré-académie, il a passé par l'académie, il a passé pro, il a eu de la misère, il est revenu, changé de poste, il est revenu à son poste, il montait sur le terrain, il descendait. On a besoin comme. Il représente exactement le projet du club. Puis en plus, quand il se présente devant les gens, on le voyait comme le futur Samuel Piette. Je veux dire, au niveau porter le brassard, porter le club sur ses épaules. Il n'était pas pareil comme Sam, je pense. Non, mais après, il faut faire attention à la projection. C'est peut-être pas comme l'envie du joueur en tant que tel, comme même de l'humain qui a peut-être aussi envie d'expérimenter et de vivre d'autres choses. Je pense qu'il y a ces hypothèses-là, comme qui peuvent être aussi à la fois financières, qui peuvent être aussi d'un point de vue sportif. Moi, quand j'entendrais aussi l'idée qu'à LAFC, sportivement, tu as beaucoup plus de choses à vivre que CF Montréal. Je veux dire, il y a quand même au sein d'une ligue une hiérarchie. Donc, il y a différentes choses qui sont quand même à prendre en considération sur l'aspect il faut absolument qu'il soit au CF Montréal. Je me dis que le CF Montréal aurait dû tout faire pour vouloir le conserver. Oui. Ça, 100%. Mais c'est pas Mathieu Choignard que Nilton ou moi, on critique la décision. C'est le club aurait dû tout faire, comme tu le dis, pour garder Mathieu Choignard. Le contrat, il signait, là, il y avait... C'est que le club... Ouais. Moi, ce que je voyais comme potentiel problème à cette situation-là, je pensais beaucoup aux médias mainstream sportifs ou les partisans sportifs moins proches de la culture foot puis qui ont beaucoup plus de références nord-américaines. Il faut toujours se battre, toujours se battre. Qu'à chaque fois qu'on vend un joueur, en Amérique du Nord, on dit, on voit bien que dès qu'un joueur est bon, on est obligé de l'échanger à une meilleure équipe. Dans tous les autres sports nord-américains, c'est échanger les grosses équipes dans ta ligue. Donc, la maudite référence des expos, c'est quand on avait un bon joueur, on était pogné pour prendre ce joueur-là puis l'envoyer aux Yankees. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, quand on voit ça en tant qu'observateur foot, on leur dit c'est pas tout à fait la même chose. Ce qu'ils font, c'est vraiment un switch de catégorie. C'est pas qu'ils s'en vont dans une meilleure équipe dans ta ligue, c'est qu'ils changent. C'est un saut de carrière. Là, le fait que Montréal, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont considéré que Mathieu Choignard, on allait lui proposer un local discount, puis que lui s'est dit, finalement, par un tour de passe-passe, je me retrouve dans les meilleurs clubs MLS. Ça, c'est un compliqué. Comment que je peux dire après aux partisans qui ont des références nord-américaines pour dire c'est pas tout à fait la même chose? C'est là que je suis fâché après l'organisation. Non, mais à ce moment-là, excuse-moi d'avoir coupé net, mais là, je trouve que tu mets le doigt, en tout cas, comme sur autre chose que ce que tu as amené. Je pense que ce point-là du local discount, on peut remonter à Patrice Bernier, on peut même remonter à l'impact. Les gars sont tannés. Tu parles aux mêmes personnes. Les gars voient Jalen Neal débarquer, jeune, avec quelques minutes, mais il n'était même pas partant dans les derniers matchs importants avec son ancienne équipe. Puis il passe devant toute la hiérarchie salariale qui est établie ici. Ça finit avec pas de vidéo de Saliba. Techniquement, ça va aussi dans les deux sens. C'est-à-dire quand tu vas aller chercher ces joueurs-là, donc quand tu vas aller chercher, tu vas les payer plus qu'ils auraient été payés par leur club formateur. Donc, pour un Neal, on pourrait aussi avoir l'équivalent de l'autre côté. Mais moi, là où quand tu mets le doigt dessus, sur ça, moi, je trouve que c'est super intéressant et je crois qu'effectivement, pour rebondir sur ce que dit Max, dans ce que tu veux comme projet, et vraiment au-delà de Mathieu, comme tu penses que l'aspect local et valorisation du talent et du bassin de joueurs locaux, c'est quelque chose que tu as à cœur. Donc, à ce moment-ci, investis aussi d'un point de vue salaire lorsqu'ils arrivent au plus haut niveau. Mais quand je parlais de Basson, je parlais aussi de Rida Zouhir à DC United, cette idée-là, ou que ce soit même Pantémis à Portland, cette idée que tu es Québécois, tu dois absolument jouer pour le CF Montréal, c'est ça, je pense qu'il faut. Ça fait partie de notre apprentissage. Oui, mais il n'y a personne qui parle de. C'est Pantémis, Basson, puis on est correct qu'ils soient ailleurs parce que ça a été un divorce correct. Là. Même quand ils sont partis, ça s'est pas. Personne n'a déchiré sa chemise. Là. Mathieu Choignard représente autre chose. C'est un autre niveau. C'est monsieur CF Montréal.
Son départ, ben monsieur, j'exagère, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas la même discussion possible avec Pantémis, Zoran Basson ou Rida Zouhir. Là. C'est pas. Sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas vraiment le sujet, comme leur départ est quand même moins public, mais pas moins compliqué que tu as 100% raison. Mathieu. Mais c'est un truc public, justement, qu'on parle. C'est la réaction du public, le message que tu envoies. Mathieu Chouinard, c'est tout ça. Là. Les autres, tu as 100% raison. Chandria, c'est la même chose. Il y en a plein. Là. Mais tu vois, Sid, il faut sentir que le club a tout fait. Parce que le joueur est de qualité. Le joueur est de qualité et on est capable de se le payer. C'est un besoin. À la limite, les gars comme Pantémis, tu dis, bon, ils ont essayé, ça ne fonctionne pas. On peut comprendre pourquoi lui, il veut partir. Fine. Là où j'insiste un petit peu, c'est que les autres joueurs, c'est clairement le club qui a dit on ne veut plus de vous. D'accord? Et je veux faire attention, moi, en tout cas, aux arguments qu'on va employer, parce qu'il y a des moments où ces joueurs-là, selon la lecture du club, ils ne font plus nos affaires. Donc à ce moment-ci, entre guillemets, ils sont plus québécois, ils sont plus formés d'ici, ils sont plus représentatifs de quoi que ce soit, parce que là, on décide que en termes de niveau de jeu et de structure et de coaching et d'alignement, c'est pas là. Mais quand le joueur, comme est un bon joueur, là, tout d'un coup, on sort des arguments qui, je veux m'assurer que la grille de lecture, elle soit la même pour tous. Si on me dit que le but, c'est d'être Team Québec, OK, pas de problème. Donc là, c'est bon, on remonte à Farsi, on va à gauche, à droite. Oui, je comprends. Toi, tu te dis, tant qu'être dans cette philosophie-là, soyons encore plus forts dans cette philosophie. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas une première fois qu'on va le mettre à la poubelle puis on va prendre un autre Européen à sa place. Parce qu'après coup, on se rend compte que Basso, il a fait de la sélection canadienne. Il aurait pu toujours faire la sélection canadienne si on avait été un peu plus patient avec lui. C'est ça. Je veux surtout qu'on ne fasse pas un mauvais procès au club. Ce qui énerve, c'est qu'il était bon, Choinière. Puis c'est que non, mais tout simplement, tu perds un bon joueur. Et ce qui énerve d'autant plus, parce que finalement, perdre un bon joueur, c'est le lot de toutes les équipes du monde. C'est par qui tu le remplaces. Donc, on arrive, pour moi, qui sont les deux cœurs du problème, c'est d'une part, il y a une troisième couche pour les joueurs québécois, parce qu'avec le local discount, c'est OK, tu perds un joueur de qualité. Bon, à la rigueur, c'est le foot, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais qu'est-ce que tu fais comme pour le remplacer et qu'est-ce que tu fais avec l'argent de remplacement? T'es allé chercher Herbert qui ne joue pas. Mais imaginons, mettons, je ne dirais pas que ça n'empêche pas que c'est le fun que Mathieu soit là. En plus, comme équipe canadienne, bref. Mais Herbert performe, mais vraiment performe dans ce poste de numéro 8. La discussion... C'est le lot de toutes les équipes de foot. Ça vient, patati patata. Et je crois que parfois, un petit peu comme là, on vit le mercato et qu'on apprend le mercato, parce que j'avais un devoir pour toi, Nilton, de nous faire la frise des transferts du CF Montréal. Donc, il y a rien, il y a Silva, et puis là, tout d'un coup, on rentre dans le mercato. Et qu'aujourd'hui, oh shit, comme il y a 3 joueurs, c'est fou. Pas fou, va sur le transfer market. Toutes les équipes ont transféré 3 joueurs là, toutes les équipes de la ligue. Mais culturellement encore, avant que ça devienne quelque chose de complètement intégré, que c'est ça, des transferts, etc., le mercato, il n'y a rien là. Mais c'est encore jeune et fragile. Donc ça va créer pour moi des réactions que... Voici comment je le vois, puis peut-être que je me trompe, là, c'est personnel de mon côté. Mais mettons, je suis un partisan de Porto, puis je vois mon joueur de l'académie devenir vraiment bon. Là, il s'en va percer le 11, ou il l'a déjà percé, et là, à cause d'un conflit contractuel, il s'en va à Benfica. Tu dis, wow, c'est pas normal, ça. Okay. Il faudrait qu'il parte en Premier League, pas à Benfica, pas au Sporting. Non, d'accord. Là, tu as mis une couche encore supplémentaire de la rivalité. Il n'est pas allé à Toronto. Mais pour moi, tous les clubs, c'est pareil. La MLS, c'est tous des concurrents directs. Moi, là, ce que j'ai donné comme exemple, c'est parce que c'est les 3 seuls clubs qui sont capables de se échanger ce type de joueurs-là. Je comprends. Mais et on doit aussi le dire, même s'il y a des mécanismes, des mécanismes pour garder la ligue homogène. On me dit qu'on a assez parlé de Choinière.
Pour moi, on ne parle pas vraiment de soignère. Est-ce que c'est Asun ou Panton? C'est bon ça. Ouais, non, mais faire le lien avec quelque chose qu'on n'a pas tapé. Est-ce que tu t'en souviens quand Piatti est arrivé, qui disait comme que son but était de jouer à New York? De toute façon, la MLS tend vers ça aussi. Il y aura une pyramide interne à la Ligue. Et il y a des clubs qui seront en dessous des autres. Plus on va avancer vers comme la Ligue, là, comme elle est en train de progresser. Peut-être que moi, I have a dream qu'on va faire une exception pour le talent québécois. Ça, on ne le permettra pas. Moi, si j'étais le président, ce serait ma ligne de conduite. Il n'y a aucune chance qu'un joueur établi MLS qui vient de notre organisation en plus se retrouve chez un concurrent, peu importe lequel. S'il a quitté, ça va être pour un autre niveau. Mais c'est un peu la même chose. Ismaël Koné, s'il revient, on espère qu'il revienne à Montréal. Voulez-vous parler du gazon qui n'est pas encore bien pris? Il pogne, là. Il a mouillé. Comment ça pogne? OK, ça sent bien. En début de match, il y a une grosse poque là, qui était... Mais oui, c'est Waterman qui est obligé de la replacer. Il demande à l'arbitre 2 secondes, il replace On dirait comme moi quand je fais des votes au golf. Là, il faut que j'aille le replacer. On dirait la même chose. En passant, c'est pas la pire affaire qu'il y avait sur le terrain, le gazon. C'est quoi? C'est pas Alicia Moffett non plus parce qu'elle pensait jouer sur le terrain et elle joue en coursive. Semble-t-il que ça n'a pas plu à Alicia de ne pas jouer sur le terrain. Fait qu'Alicia Moffett, elle se fait bâcher en dessous des publications. Ça n'a pas dérangé. Quand elle s'est levée le matin et elle a demandé à son agent, est-ce que je fais mon show avant que les joueurs rentrent ou le halftime show? Puis là, elle a dit non. Est-ce que s'il pleut, mon show continue? Ah, il y a comme un toit, t'es dans la coursive. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle le concert de la scène Sirius, je pense que c'est le nom exact, n'a pas eu lieu. Une incompréhension de là où doit avoir... Moi, ce que je peux dire, c'est que le club n'a rien à se reprocher. Le club a des choses à se reprocher dans la vie, mais sur ce truc-là, le club n'a rien à se reprocher. Quand je passais à côté de la scène, parce que c'est juste en dessous de mes bancs, ça, c'est un gros positif qu'il n'y a pas de show. Parce que moi, en tant que vieille personne, quand c'est de la musique en dessous, ça m'énerve, ça me dérange. Les gars qui étaient en train de rouler les fils avaient l'air de grands. Je pense que tu veux faire de ce moment au stade... genre comme quelque chose de festif, puis c'est le fun, je trouve que c'est des initiatives de même. Après, il y a les artistes qui parlent moins que d'autres, là, mais moi, je trouve ça fun. Oui, mais tu sais, j'ai pas vu beaucoup de commentaires, ça, merde, on s'est fait avoir, Alicia n'était pas là. Je sais pas. J'avais acheté mes billets, merde, j'y vais plus, right? Mais je te l'ai dit, là, t'aurais pu faire un 30 minutes de rap à la place. Oui, ça aurait été excellent. Liste des sujets qui sont là sur ma main. By the way, ça n'aurait pas été ta seule performance de la saison gratis que t'aurais fait. Non. Ça n'aurait pas été mon seul rap bénévole en 2025. Deux trucs qui se sont passés après le match, parce que le match, j'ai pas tant le goût d'en parler, là, dire que Victor Loutoury a encore raté une couverture défensive sur un 7 prises parce que le gars, il a une tête de plus que lui. Là. Arrêtez. Victor Loutoury, s'il n'était pas là, si Loutoury n'avait pas été dans le mercredi, je ne sais pas qui a eu cette idée-là de Loutoury, mais il faut lui donner un T-shirt. Une chance qu'il est là. J'ai jamais vu un gars courir autant de minutes. C'est fou ce qu'il se donne sur le terrain. Il y a deux matchs, il se tenait une cuisse, je disais c'est fini. Mais non, il s'est remis à courir comme si rien n'était. Pour les coups de pied arrêtés, c'est que ça reste que c'est quand même des assignations. Puis la grande question est pourquoi l'Autori se retrouve sur Elliott. Mais il est toujours contre quelqu'un de 6-2, 6-3, toujours. Mais tu sais, vraiment, parce que là, pour le coup, Elliott, il ne saute même pas. En diffusion, j'ai dit, il a traîné comme un sac d'écolier. Et il est allé vers sa classe. Il a mis un petit coup de tête. Ça avait l'air de moi en volleyball au secondaire. Mais non, mais c'est pas... c'est une assignation qui ne fait pas vraiment de sens et qui a finalement donné le résultat qui était évidemment, je veux dire, probable que le touriste serait Elliott. Je ne comprends pas comment... C'est comme si Nilton surveillait Vincent Détouche dans un match des médias. Là. Ça se peut que Vincent marque là, sur un... Déjà, il faudrait que je sois invité.
Déjà, il faudrait qu'il y ait un match des médias. Ça fait longtemps, ça. Oh, puis, il ne faudrait pas qu'on mette Nilton puis Vincent dans la même équipe. C'est correct qu'on a compris vos CCC, là, mais... Donc tu voulais parler après le match. Oui, deux petites choses après le match. Premièrement, super moment. Je sais qu'il y a du sarcasme, ça a été mon meilleur moment du match. Les 2 enfants qui ont couru sur le terrain. Ah oui, c'est vrai, hein? J'ai pas vu ça. C'était de la course. C'était il s'en allait vers quel joueur? Moi, c'est ce qui me préoccupe. Quel joueur il intéressait? Messi. Il pensait que Messi est encore là. Puis à quel point les gens de sécurité se sont dit faut qu'on les empêche, mais c'est des enfants, on ne peut pas les plaquer autant que si c'était un adulte. C'est excitant, pour vrai, ça a été un petit 4-5 secondes excitant. Et l'autre truc, c'est Fernando Alvarez. Je ne sais pas si vous avez regardé après le match, quand il est allé voir les officiels. Oui. Il est allé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. C'était-tu comme Alléluia, vous êtes bon, ou distribuer des cartes. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais c'était intense, là. Oui, puis d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut trop en parler de ça, parce qu'il s'est pris un 2e jaune. À cause de ça? Oui. Et je me suis demandé si finalement, est-ce qu'ils l'ont noté comme il le fallait, parce que sinon, ça aurait été une expulsion, ce qui est possible d'ailleurs, comme c'est pas parce que le match est terminé que tu ne veux pas te faire expulser. Et on a vu un membre du staff, je pense que c'est le préparateur physique, qui l'a pris et qui était comme, viens, on va te cacher là, parce que si ils arrivent à mettre ton nom ou se souvenir de ce que tu as fait, tu seras suspendu pour le prochain match. Ce qui n'est pas forcément très brillant dans les circonstances. On sait que Freeman, qui était l'arbitre central, on a fait tout un show. Mais en même temps, comme tu ne veux pas perdre Alvarez dans les circonstances, si c'était le CF Montréal. Mais, il te reste qui? Hey, si Alvarez n'est pas là, il reste qui? Ben, tu as Waterman Craig. Mais après, comme si Sam, il peut faire que 15 minutes de jeu, là, et ça prend du monde pour... Ça nous ramène, tout est dans tout, ça nous ramène à une chance que le Touri est là. Effectivement. C'est le retour de Petrasso dans l'axe. C'est pas grave. Tout juste un peu avant le match, je ne sais pas à quelle minute exactement, ou suite à une action un peu ratée, je ne sais pas qui a fait la passe à Dante Sealy, mais suite à cette séquence-là sur le terrain, Breza, qui est déjà très intense dans les matchs, sur les lignes de côté, s'est retourné et il a kické l'abri, le plastique là, qui sert d'abri aux joueurs. Il t'a kické ça, il s'est revolé en morceaux. Une chance qu'il n'y avait personne qui passait à ce moment-là, parce que l'abri est quand même très proche des passages des spectateurs. Le gars de la sécurité ne savait pas trop quoi faire. Mais c'est pas de la vitre. Hein. Non, c'est un gros morceau de plastique qui est parti. C'est du plexi. Là. Puis il n'a pas été installé hier. Là. Il y en a vu, le plexiglas qui est là. C'était pas le premier. En même temps, c'est la section Breza, donc il devait. C'était peut-être pas son premier coup, il était fragilisé un peu. Est-ce que ça vous dérange ce genre de comportement-là, ou au contraire, voir un gars comme ça impliqué, ça vous encourage un peu? Parce que sur le terrain, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je trouve que sur le terrain, c'est pas qu'il y a des mauvais leaders, mais de temps en temps, des coups de gueule envers des coéquipiers ou avoir un deuxième entraîneur, ça fait du bien. Et je trouve que ça manque au club un peu. Tu sais, il y a un peu Prince qui est découragé parce que les passes ne viennent pas, ou il est un peu isolé parce qu'on lui envoie un ballon, c'est la catastrophe, puis il se retrouve autour de 5 joueurs. Est-ce que ce genre de comportement-là devrait arriver un peu plus souvent dans une situation, ou c'est juste une espèce d'évacuation qui ne sert pas à grand-chose? Tu parlais de mauvais leaders. Je ne sais pas si je vais les qualifier comme cela. Il y en a qui aiment ça, ils appellent ça de la passion, du caractère. D'autres, justement, parlent plus de mauvaises attitudes. Mais Owusu et Waterman sont les deux, vraiment même de loin, avec le langage non verbal comme le plus intense de l'équipe. Mais tu ne trouves pas que Waterman, son comportement est beaucoup plus axé vers les officiels qu'un remplacement de coéquipier ou de motivation?
Tandis que Osu, lui, c'est un peu plus envers son équipe. Tu sais, oui, là, il y a des coups de gueule des fois envers les refs, mais Waterman, je te dirais, c'est quasiment du 80-20 sur les officiels. Oui, oui, mais j'ai tout de même certaines images en tête du match de Breza où tu sens qu'entre les deux, le courant passe pas du tout. C'est assez fascinant d'ailleurs. Sur des moments où Breza a décidé de jouer rapidement, par exemple, et lui, il voulait calmer, ou sur une sortie où il n'aurait peut-être pas communiqué comme il fallait, patati patata, bref. Mais c'est dans cette espèce de langage un peu négatif, mais aussi à la fois passionnel et de caractère et de volonté de changer les choses. C'est deux que je mets vraiment de côté. Sam a un leadership qui est très entraînant. Tu sens qu'à chaque fois, il est toujours dans l'applaudissement et dans l'encouragement et dans des gestes que tu peux interpréter comme « Ok, les gars, allons-y ». Mais ces deux-là, c'est vraiment… On a un petit peu marre. Mais comme tu m'as dit l'année passée, je t'ai posé la question à peu près 1 an, jour pour jour, c'était lourd. Là. Avant qu'ils fassent leur run pour faire les playoffs, là, puis on était dans des entraînements, puis un moment donné, tu m'as dit « J'espère que c'est lourd. » Parce qu'ils font juste perdre. Mais c'est un peu la même chose. Je m'attends à ce qu'un moment donné, un joueur soit fâché. Moi, voir Sealy, tout le temps le même visage, après 3 victoires en 25 matchs, tu sais, comme ça me gosse un petit peu. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, juste pour dire, Waterman, quand il se fâche, il fait peur à personne. Owusu, quand il se fâche, là, pour vrai, moi, il me fait peur chez nous. Là. Mais il pourrait se pratiquer. Là. Je me souviens, Pierre-Luc Loisière avait dit qu'au début, dans sa carrière, il était trop soft avec ses cartons. C'était pas clair. Il se pratiquait devant un miroir pour faire un vrai jaune. Là, il pourrait faire ça. Mais pour faire du pouce sur… J'en fais des cauchemars. Si j'étais plus jeune… Prince. Non, sérieux, Prince, quand il cligne plus des yeux pendant 30 secondes… Ouais. Pour faire du pouce à ce que dit Max, et en plus, même ce que tu viens de dire, Nilt, c'est qu'aussi que Waterman, tu as l'impression parfois, justement, moi j'ai l'impression qu'il s'est un peu trop pratiqué, au contraire. Non, mais parce que pour le coup, Waterman a des gros gestes qui sont souvent des gestes qui. Ouais, mais en passant, c'est à cause de toi, là, que tout vient de se passer. Tu sais, c'est un peu de l'indignation, tu sais, comme on disait, performative, tu sais, mais donc lui, je mets un peu dans la case d'Obosu, ça me dérange. Mais Obosu, pour le coup, quand il est tanné des choix de Silly ou quand Sinchou, qui comme pour la 4e fois est rentré sur son pied gauche et comme a tiré sur le défenseur, j'ai une frustration qui est finalement partagée par pas mal de gens. Et aussi, Obosu a tout de même le luxe, puisque c'est souvent celui qui subit le plus de fautes, de se pogner avec les adversaires. Donc c'est le fun aussi parce que il n'est pas juste contre ses coéquipiers. Non, c'est vraiment, j'ai de l'énergie, de la passion. Ouais, puis tu sais, le nombre de fois qu'il fait vraiment des face-off avec des adversaires où tu te dis, ok, là ça va. Donc bref, c'est du foot, là il n'y a rien qui se passe, mais il y a quand même du caractère que je trouve intéressant. Et sinon, les autres, merci Max de me mettre une grosse perche. Ils sont tellement juste contents d'être là, de leur première expérience professionnelle. Ils ont entre 18 et 20 ans. Ils sont juste contents de rentrer dans des stades où il y a du monde qui crie pour eux un peu plus que leurs parents. Et vraiment, pour le coup, c'est assez hallucinant comment il y a une absence de caractère et que c'est rendu que Brendan Craig a dégagé un ballon à l'entraînement et je me suis senti le besoin de dire à 3 personnes « Hey, oh, wow, Craig, il a du caractère, hein? Il a du caractère, il vient de dégager un ballon à l'entraînement. » C'est tellement une colonie de vacances par rapport à des kids qui, au final, ne sont pas responsables de la situation. C'est comme pour eux, tout est du bonus et n'ont pas cette espèce de sentiment de colère et par rapport à ce qui se passe. Et ça, quand tu as une équipe aussi jeune, c'est normal que ça arrive. Mais tu as raison. Puis là, les gens ils pensent que tu exagères. Mais je parlais avec William Daniels, qui est un jeune Canadien qui était à la pré-académie de CF Montréal, qui est rendu à Leicester. C'est un U17. Il fait Team Canada quand il y a des événements U17. Puis il disait ils ont joué un match. D'habitude, l'Académie de Leicester ne joue pas devant le public. Puis ils ont joué un match. Je pense que c'était les 3 ou 4 000 abonnés de saison qui avaient le droit de venir voir le match. C'était une finale, puis ils ont gagné. Puis il m'a dit jouer devant 3-4 000 personnes. Puis il y a 17 ans, là, je veux dire, Owen a la même âge. Il joue dans la même équipe en U17 Canada. Il m'a dit jouer devant 3-4 000 personnes, tu n'as pas idée ce que ça fait. Tu n'as pas idée comment un boost. Tu n'as pas idée comment c'est magique, c'est ci, c'est ça. Mais les Owen, les Alexander Goboglo, il ne faut pas les traiter de cons, là. Mais quand ils jouent devant une foule, c'est vrai qu'ils sont heureux, ils sont encore. C'est un rêve, c'est encore. Tu sais, Alger Escobar, c'est la même chose. Les gars sont. Craig, tu sais,
c'est magique pour eux. Puis on aurait besoin de plus de gens qui se fâchent. Ouais, c'est magique, mais on perd 2-0. Ouais, c'est magique, mais on a encore laissé un but sur cette piste. Tu sais, à un moment donné, ça va prendre plus de gros caractère dans cette équipe-là. Ouais, mais des gens qui, effectivement, pensent à leur prochain contrat, et pas de façon négative, mais quand tu as 27, 28, là, genre comme, c'est bon, ça fait, tu sais, genre comme t'en as vécu des choses, mais ça devient, ton rapport avec le sport est complètement différent d'un kid qui est encore content des équipements qu'il va recevoir. C'est pas parce que, genre, comme ils sont dans des structures comme semi-professionnelles depuis l'âge de 14 ans, qu'en ce moment, ils sont pas dans une espèce de nuage qui est normal, et je ne suis pas en train de les blâmer du tout, mais pas du tout. Mais l'an dernier, on a eu la séquestration alors que l'équipe était plus vieille que cette année. Moi, quand je les observe s'amuser, c'est des enfants. C'est des enfants. Et je ne peux pas les blâmer. Ça n'empêche pas de travailler comme il faut travailler. Mais je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils aient des réactions qui sont en dehors de leur champ, vraiment. Et c'est ça qui se passe sur le terrain. Mais hey, les gars, il me reste une dizaine de minutes, moi. Batterie, stationnement, banlieue, plein de données qui me laissent ça. Les gens qui n'ont pas écouté, c'est plate parce qu'on a fait un petit rant contre un stagiaire qui avait un chandail de Miami dans la conférence de presse. Mais Paul nous a coupé, là. Il nous a coupé ça. Mais exactement. Mais Newton n'était pas très, 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 très chaud avec l'idée de quelqu'un qui porte un gilet. Qu'est-ce que tu as comme sujet, Nilton, encore? Tu voulais pas nous parler de Marco Donadel? Oui. L'entraîneur-chef par intérim? Exactement. Justement. Ce week-end, on m'a confié que Marco Donadel, puis j'en ai parlé tantôt avec des gens ici, prenez la grande histoire. Les micro-détails ne sont pas importants. C'est la grande histoire. Il est arrivé un moment où une discussion où Marco Donadel aurait fait part de son envie de hey, tu sais, c'est le mercato bientôt, tu sais, telle position, tu sais, j'ai des contacts. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il voulait donner son opinion ou son avis. On lui aurait fait savoir, tu sais, comme poliment, là, t'es le coach par intérim, coach. Tu sais, laisse-nous travailler. Puis, je dis pas qu'il est barré, là, c'est pas ça que je dis, mais c'est encore cloisonné et chaque personne a son rôle. Puis c'est-tu parce qu'il est entraîneur-chef par intérim? C'est-tu parce qu'on n'a pas de plan pour lui l'année prochaine? C'est-tu parce que c'est toujours comme ça, l'entraîneur-chef, on ne veut pas l'avoir dans les meetings de joueurs? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a dérangé quand j'ai appris ça. Puis là, on fait le lien avec, à chaque fois, il est encore entraîneur-chef par intérim, mais en même temps, ça aurait été quoi le moment pour enlever le tag par intérim après la 7e défaite ou la 8e de suite? Tu sais, il n'y a pas eu de moment parfait, il n'y a pas eu de timing, mais ça m'a dérangé de savoir que Marco Donadel aurait voulu récemment s'impliquer dans le mercato qui ouvre, puis qu'on n'y aurait pas vraiment ouvert cette porte-là. Et quand je vous dis ça, ça explique beaucoup ses réponses à nos questions qui reviennent sur le mercato après les matchs, avant les matchs dans les dispos médias. Les journalistes, les médias reviennent beaucoup avec le mercato et il ne veut pas s'embarquer là, il ne veut pas ouvrir cette porte-là. Ça vous dérange-tu si, comme je vous dis, les micro-détails ne sont pas importants, c'est en gros que Marco ne soit pas vraiment ou très impliqué dans le mercato qui s'ouvre jeudi? Vas-y, Sid. Je vais ajouter un complément d'information. Généralement, lorsque un club nomme un coach par intérim, soit tu prends une personne qui fait partie des meubles et qui est véritablement là par intérim le temps qu'on trouve l'autre coach, soit tu as un peu ce cas de figure d'un coach que tu voudrais éventuellement qu'il soit le coach en chef. Mais le rapport de force est vraiment très débalancé en faveur du club. Ce qui est important dans ce cas de figure de savoir, c'est que Marco Donadel a besoin de réponses et de garanties pour vouloir ce poste d'entraîneur-chef. Ce n'est pas autant déséquilibré ou une position d'attente de je le veux, je le désire et on ne me le donne pas. Le mercato actuel a beaucoup d'incidences sur la suite du contrat et la nature des relations entre Marco Donadel et le CF Montréal. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Marco Donadel veut savoir dans quoi il s'embarque, quel est véritablement le projet du club. Et ce mercato représente vraiment un point de bascule par rapport à cela. Ça m'étonne que
que Marco puisse avoir ce contre-pouvoir, là, parce que je ne pensais pas qu'il... Je veux dire, avant Montréal, il n'y avait pas une tonne d'expérience non plus. Après l'expérience d'Ancona et de Montréal, je ne sais pas quel genre de projet qu'on va lui proposer aussi. Moi, le cas de figure que je vois, puis il n'y a rien d'extraordinaire comme scénario, c'est lui-même a été contacté par des gars qui pourraient être intéressés de venir ici à Montréal. C'est clair. Il se fait approcher par des anciens, soit des agents ou des anciens joueurs qui connaissent un peu. Il se dit, il pourrait venir me donner un coup de main. Il va voir le comité pour dire, by the way, on cherche tel genre de joueur. J'ai lui que je connais très bien, il pourrait donner un coup de main. Moi, ce que je sens, c'est que depuis son élimination du championnat canadien, je pense que son étoile a beaucoup pâli. Parce que quand on entend la conversation de Luka, de Gervais, avec la commission athlétique, avec Olivier Brett, ils sont en amour avec Donadel. Ils disent il y a des étoiles un peu partout. Même les joueurs disent avec Marco, ça va bien, tout ça. Mais tu sais, c'est tout le monde, tout coach, ça va bien dans les 3 premiers mois. C'est sûr, là, tout se passe bien. C'est jusqu'à un moment où finalement sa tactique ne marche pas, puis tu commences à questionner. Je pense qu'il y a eu une brisure au championnat canadien et ils ont voulu garder ce tag-là intérim pour pouvoir justement pas être lié et se dire, si on change de coach, ce n'est pas vraiment un changement de coach, c'est juste c'était là par intérim, ils vont pouvoir se défendre un peu là-dessus. C'est un peu inquiétant, moi, quand j'entends ce que Max nous dit, c'est un peu inquiétant de voir qu'ils sont encore dans une espèce de culture à base clos, que c'est eux qui connaissent ça. On n'a pas besoin de ton input. Je ne sais pas de quelle façon que ça s'est fait aussi. Peut-être qu'il y a des nuances qui nous manquent. Là. Mais s'il n'y a pas de nuances, puis Marco, il s'est juste fait dire « Hey, by the way, tu es juste intérim coach, va placer tes comptes, là, puis on va t'avertir quand on va arriver avec un joueur. » Ça, c'est un peu inquiétant parce que dans l'eau, dans l'équipe, dans ce club-là, celui qui a plus d'expérience pour aller chercher des joueurs, c'est peut-être Marco et pas ceux qui sont là en place. Gervais, ce n'est pas un directeur technique. Luka a appris une saison à Bologne. Simonet est plus là pour s'occuper de l'académie. Oui, là, il y a des recruteurs, tout ça, mais la vraie grosse... Corey Ray, là, de ce qu'on comprend. Là. Donc, si on n'a pas besoin de l'expérience de Marco Donadel, c'est pas super. C'est pas assez inquiétant pour la suite. D'ailleurs, tu ouvres une porte, je pense qu'on serait dû pour parler à Luka ou Gabriel. Ça fait un petit bout de temps qu'on pose beaucoup de questions à Marco qui dépassent ou qui sont un petit peu, qu'on aurait besoin de quelqu'un un peu plus haut pour venir parler aux médias. Je ferme la parenthèse. Autre truc avec Marco Donadel, son adjoint, c'est Lorenzo Vincenzo. Je les mélange, là, mais Lorenzo était l'adjoint de Marco Donadel, qui était venu d'Italie, qui est tout de suite reparti en Italie. J'ai demandé tantôt s'il était revenu. Il n'est pas revenu. On nous avait dit peut-être au mois d'août, là, on est fin juillet, il n'est pas revenu. Mais ça aussi, tu fais venir un adjoint de ton entraîneur, chef, par intérim, tu te dis, OK, c'est un indice qu'on veut construire alentour de lui. Puis le gars, je comprends encore une fois, mais ce qu'on raconte alentour, c'est qu'il n'a peut-être pas tant trippé, puis qu'il y a eu quelque chose qui l'a renvoyé aussi en Italie. Je ne sais pas s'il va revenir. J'ai aucune idée s'il va revenir. Je sais. Tu sais, comme il y a beaucoup de zones d'ombre à éclaircir dans tout ce qui se passe alentour du coaching staff, alentour de Marco Donadel, alentour de l'avenir des gens aux sportifs. Corey Ray, on comprend qu'il n'est peut-être plus là, mais en même temps, on ne le sait pas. C'est ce doute-là, cet inconnu-là. Il est physiquement à Montréal, comme Corey Ray encore. Ça, c'est le cas, mais son influence, comme ça a été le cas au dernier mercato, on la sent, pour l'instant, c'est comme si il avait pris un pas de recul. Alors que c'était lui qui était vraiment l'architecte du mercato estival de l'an dernier. Mais du côté de Marco Donadel, on a aussi le sentiment qu'on n'est pas non plus à tant de joueurs que ça, de devenir une équipe intéressante. De mes bruits de couloir, de ce que j'entends, pour Marco Donadel, tu as 2-3 joueurs prêts, vraiment d'avoir une toute autre... Ça, c'est avant que Saliba et Campbell partent? Pardon? C'est avant que Saliba et Campbell partent? Parce que si t'es à 2-3, puis là, t'en perds 2, t'es rendu à 4-5 joueurs prêts, non? Le timing de la conversation est après.
Maintenant, est-ce que cette conclusion-là, c'était une conclusion de avant? Je pense pas, parce que Saliba, ça fait un petit moment qu'il est parti, entre guillemets, parce que, même avant la Gold Cup déjà. Donc, c'est ces sentiments-là. Mais par contre, Max, peut-être que j'ai un peu mal compris, mais le mercato a été beaucoup abordé par Marco Donatel. Je veux dire, il y a à chaque conférence de presse quasiment. Oui, mais retourne réécouter parce que je l'ai fait. Des fois, il dit c'est pas le temps d'en parler. Oui, non, il m'a souvent répondu ça d'ailleurs. Exact. Et lui, il a beaucoup dit c'était quoi ses besoins. Tu sais, comme, ouais, c'est sûr qu'on a besoin au milieu, on est court à la défense, il manque des gars. Ailier gauche. Milieu, défense, ailier gauche. Milieu, défense, ailier gauche. C'est comme s'il donnait sa liste d'épicerie. Mais les gars, tu sais, moi le fameux discours, il reste 2-3 joueurs. Tu sais, on est à 2-3 joueurs d'être bons, là. Je l'ai entendu, j'étais même avec Max là, il y a plus qu'un mois. Moi, je trouve qu'on met ça de façon un peu trop. Tu sais, c'est une confirmation un peu légère. 3 joueurs dans une équipe de 11 là, sur le terrain. C'est beaucoup, là, 3. Là. C'est énorme. Comment dire? On est là à 3 joueurs dans un vestiaire. Non, mais c'est surtout, il nous manque un 10 puis un 9. Ouais, mais c'est ça qui est le plus difficile à trouver puis qui coûte le plus cher. Mais tu vois, c'est drôle parce que quand tu rebondis sur ça, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué quand Max a dit on a besoin d'entendre Gabriel ou Lucas. Le problème étant que au final, les gens sont plus réceptifs à des discours. Alors, comme si les 2-3 joueurs en question dont on parle, ils sont comme d'un profil qui te fait dire que oui, ça c'est des valeurs ajoutées indéniables. Parce que quand on parle de 2-3 joueurs, c'est pas le kit d'Atlanta là. C'est pas ça, c'est pas de lui dont on parle. Et les profils dont, comme ceux que j'ai eu vent, c'est pas ça. On parle vraiment de ces joueurs-là qui font, de ces joueurs qu'il n'y a pas au fait au CF Montréal et que à chaque match, on regarde l'adversaire et à chaque match, tu fais la conclusion que Bamba est sur le banc. Il est sur le banc. Et puis ils ont un tel et un tel. Ils ont un tel et un tel. C'est la même ligue. C'est pas une ligue supérieure. C'est pas un match de coupe. Et moi, je parle pas de Miami ou LAFC. Non. À chaque match, tu as littéralement des joueurs que tu pourrais te dire. Je vais te dire un truc. Moi, c'est la première saison que le club me décourage tellement à ce point-là que je ne veux pas écouter les autres matchs de la MLS. Parce que ça me fait chier de voir Austin contre Portland, puis voir 26 DP de chaque bord, puis des TAM. Puis nous, on était avec nos supplementals. Le 3/4 des joueurs, c'est des supplementals sur le 11 partant. J'ai demandé sur la galerie de presse, j'étais à l'extérieur, j'ai demandé à quelqu'un qui regarde des matchs de la MLS, puis tout le monde m'a dit non sur Apple TV. Puis beaucoup m'ont dit, j'en écoutais avant, j'en écoute pas cette année. Oh, non. Attends. Ils écoutaient où avant? Sur Apple TV. Ah, OK, parce qu'avant... non, je te parle de cette saison-ci. Donc, l'année passée parce et que, l'autre d'avant. Puis là, que... je disais pourquoi. Puis la raison qu'on m'a donnée, c'est pas la même que toi, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas une raison, c'est multiples facteurs. Mais ça me dérange de voir des spectacles auxquels j'ai pas droit. Puis des fois, dans des courses aux séries, j'écoutais les équipes contre qui on allait peut-être se prendre dans la course. Tout ça va ensemble. Fait que t'es pas le seul. Moi, j'ai 2% de batterie. Bon, ben, let's go. Salutations à tout le monde de ma chaîne. Non, mais il restait un sujet ou deux super important que tu avais sur T'avais pas un truc sur la pratique? Pas tant, mais tu sais, il n'y a pas tant de nouveaux. C'est plus Samuel Piette était avec... il était sur le terrain, mais il n'était pas avec le groupe. Il a fait du jogging alentour. Herbers et Neil sont les seuls absents. Et Mala Opoku était aussi absent. Là. Il y en a un autre de plus. Je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas si tu es allé aux sources ou quoi que ce soit, mais Mala Opoku n'était pas là. On ne l'a pas vu. Je ne l'ai pas croisé du tout au centre du Trillet aujourd'hui. Non, on n'a pas confirmé que c'était une blessure. C'est juste... Zéro. Non. C'est techniquement pas possible. Parce qu'il a fait la pratique au complet à huis clos de vendredi. Il n'a pas glissé au gym. Là. Ouais. Mais pour Neil, allez, début de bonne nouvelle. Vendredi, lors de la pratique à huis clos, il était présent et c'est comme il est capable de courir. Donc, il n'était pas avec le groupe. Il était sur la pelouse, mais il n'était pas avec le groupe. Il n'était pas avec le groupe. Il n'était pas avec le groupe, mais il était sur la pelouse. Donc, j'étais un peu curieux de voir justement s'il était présent aujourd'hui. C'était une des raisons aussi que je voulais assister à la pratique donc, pour Neil.
Et Herbert, on nous dit le même muscle que sa dernière blessure. Quand on regarde la dernière blessure, ça semble être celle à l'ischio-jambier. Donc, c'est comme un. Il s'est étiré il s'est étiré pour essayer une passe à la dernière. Et sinon, par rapport. Moi, j'aurais aimé. As-tu des réponses sur NDI Moi, j'en ai aucune. Neil, t'en as-tu? OK. J'ai essayé au stade d'avoir une explication sur. Voyons, j'ai un blanc sur Antoine. Ça, j'arrive pas à comprendre la logique. Parce que normalement, c'est un contrat pro qui signe, même s'il est avec la Primavera. Parce que pour pouvoir. Oui, exact. Pour avoir un contrat comme ça, c'est forcément un contrat pro. Après, à l'époque, en France, il y avait des contrats aspirants qui étaient avant le contrat pro. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne en Italie. Mais la logique derrière tout ça, pour avoir, mettons que Bologne signe un joueur de l'académie, on va ramasser des frais de formation, tout ça est dans la même poche, à la limite, on s'en fout. Mais quel est l'avantage pour une organisation comme le CF de Montréal de laisser un des siens signer un premier contrat en Serie A? Ça, je trouve que ça traîne un peu parce que, oui, probablement le club a été devancé là, je pense que c'est l'agent qui a fait cette publication-là avec un message de bonne chance, tout ça, en aventure italienne. J'essaie de comprendre ce que ça pourrait avoir comme effet pour les droits en MLS. Éventuellement, est-ce qu'il y a un tour? Est-ce qu'ils ont trouvé un certain avantage pour un éventuel transfert? Est-ce qu'on finit par ramasser plus d'argent si c'est un joueur de Bologne ou c'est un joueur de MLS? Je pense que non, parce qu'habituellement, homegrown, tu gardes absolument tout, les frais de transfert. Ça, je suis très, 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 très curieux d'en savoir un peu plus, mais j'ai comme l'impression que le club ne voudra pas vraiment nous expliquer s'il y a quelque chose, s'il y a un avantage. Mais je vois mal, j'avais expliqué. Est-ce que le CF Montréal en voulait aussi? Ben là. Non, mais ça se peut que Luca Simone en voulait peu ou pas, ou je ne sais pas, peut-être que l'intérêt était plus de l'autre côté, peut-être que le joueur voulait juste aller de l'autre côté, peut-être que le salaire. Non, mais c'est une excellente question, Max. Oui. Puis, juste avant qu'on termine, écoutez bien ce que j'ai dit au sujet des joueurs québécois. Je sais qu'il y en a qui vont prendre 2 mots, puis partir avec, mais c'est une conversation qui est beaucoup plus fine que simplement est-ce qu'on en veut plus ou pas. C'est pas le point, parce que la réponse, elle est oui pour tout le monde. Mais écoutez bien, et je pense que Max, pour moi, tu poses des bonnes questions. C'est un peu plus complexe que cela. C'est ce que tu veux pas, est-ce que tu peux pas. Bref. Dans votre scénario à vous, là, c'est genre, bon, Montréal a des doutes, attendent, puis ils se disent, finalement, Antoine, il s'en va là-bas en Italie, puis en Italie, ils se disent, go, nous, on va y aller avec toi? Ce serait pas le plus. Oh, on a perdu Max, malheureusement. Mais écoute, c'est quoi? Je sais que la prochaine fois qu'on aura l'occasion de pouvoir parler avec des dirigeants, comme la question sera soulevée par yours truly. parce que c'est très, très intéressant, et puis je pense que c'est aussi éducatif ce cas de figure. Bon, en tout cas, ça va être une première, puis j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus. Puis, perso, je suis hyper étonné que ça soit une situation où, finalement, Bologne lève le drapeau puis dit non, nous, on va le prendre, ce joueur-là. Mais ce serait intéressant de voir un peu le destin des joueurs qui ont fait des stages à Bologne. Je trouve que je suis en pré-identifié. Mais lui, c'était plus qu'un stage. C'était plus qu'un stage parce que les autres joueurs avaient comme un mini-camp, même pas un camp. Ils allaient là pour une semaine ou 2 pour participer à des entraînements, tandis que Antoine est parti avec l'équipe réserve et a participé à des matchs de championnat. Mais je vais faire mes devoirs par rapport à ça, parce que si tu es capable de signer Wayne Graham Roach, par exemple, je pense qu'il n'y avait aucune raison de ne pas pouvoir signer un India. J'aurais aimé que Max nous en parle un petit peu plus, là, mais quand tu sais que c'est quand même un de tes gros talents. Qu'est-ce qui empêche rien.
Maintenant, il n'y a plus de limite de contrat. Ils peuvent signer autant de contrats qu'ils veulent off-roster. Avant, il y avait une limite, donc il n'y a aucune justification. Moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est que c'est peut-être le seul talent de l'Académie qui a réussi à percer l'effectif de Bologne, réserve, le U19, et qu'on finit par apprendre par la bande, par son agent, qu'ils vont signer là-bas. Moi, ce genre de... Quand ça arrive, ce parcours-là d'information-là, j'ai tout le temps un peu de doute. En tout cas, bref, non, mais il y a assurément 2 pièces du puzzle qui manquent. Vraiment, comme le casse-tête n'est pas complet. Et je pense que la question de Max est intéressante sur la volonté aussi du club de le garder, la volonté du joueur de rester. Et qu'est-ce qui a pu se passer une fois qu'on est rendu en Italie. Peut-être que là, tu te dis, d'un point de vue club, enfin pas club, d'un point de vue structure, au-delà, là, même s'il n'y a pas de terme pour appeler ça là, au-dessus de Bologne et SF Montréal, peut-être que la décision finalement la plus pertinente, ça a été celle-ci, de l'amener en Italie. Mais en tout cas, moi je sais que c'est un truc, c'est très très intéressant de comprendre le pourquoi du comment de ce cas de figure-là, parce que de toute façon, si synergie il y a, il faut que tu comprennes. Exact. Bon, mais cette semaine, ça va être une semaine occupée. Là. C'est jeudi, je pense, le 24, que officiellement le mercato s'ouvre, MLS. Merci. Donc, moi, j'en suis certain qu'à la prochaine réunion qu'il va avoir avec Don Garber, etc., qu'il y a des clubs comme CF Montréal qui vont tout faire pour que ces dates de mercato elles changent. Montréal a vraiment mal paru depuis le 1er juillet à cause de ce décalage qu'il y a entre le mercato européen et le mercato. On a l'impression que ça a été un club qui était passif, justement vendeur. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à une façon ou une autre d'harmoniser ça. Je ne sais pas si c'est forcément avec le calendrier hivernal. Hivernal, on se comprend, mais c'est pas un calendrier hivernal, mais on se comprend quand je dis ça. Ou bien qu'on avance ces dates-là parce que ça n'a pas de... Mais tu vois, l'objectif, ce que j'avais compris, c'est que l'objectif, ça c'est une première fois qu'on est si tard au mois de juillet, c'est pour pouvoir dépasser la fermeture du mercato européen. Trop souvent, les clubs se sont plaints auprès de Garber qu'il y avait comme ça des moments où des joueurs auraient pu venir en MLS, mais ils attendaient jusqu'à la dernière minute voir s'il n'y avait pas des options européennes. Et ils arrivaient comme ça trop tard pour signer des joueurs que dépasser la fermeture européenne aurait pu venir en MLS. Mais rendu là, qu'est-ce qui empêche la MLS après, disons, 4 semaines fixes. Là. Moi, je pense qu'il y a des considérations, genre comme dans la loi du travail, etc., comme l'association des joueurs veut amener des points sur le nombre de jours, que c'est possible qu'il y ait de la liberté de mouvement, etc. Bref, il y a sûrement des considérations, mais du côté du CF Montréal, je peux le partager aux auditeurs. Ce décalage-là est perçu comme lourd. Parce que tu donnes l'impression que tu es passif, ce qui, pour eux en tout cas, comme n'est pas le cas. Mais moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec ce point de vue-là parce que dans tous les clubs du monde, des rumeurs de transfert, il y a moyen de les faire sortir. Là, présentement, en Amérique du Nord, il y en a juste un qui sort, là, on les infos. Là. Je ne sais pas s'il y a le fax de la Ligue directement chez lui. Là. C'est la seule personne qui sort les infos. Si le club avait vraiment... Si le club, ça leur dérangeait tant que ça d'avoir cette image-là qui n'est pas vraie selon eux, qui sont passifs et qui ne travaillent pas, parce que il y a un moyen de les faire passer, les messages. Là. Il y a toujours une façon de faire passer. C'est le moment on rappelle que tes DM sont ouverts. Mes DM sont ouverts, le téléphone sont ouverts, tout est ouvert. Non, mais au-delà de ça, il n'est pas rare que le club lui-même font les annonces sur des projets. Ça date quand même, hein. Ça date quand même que je sais qu'Olivier Renard était habile dans... C'était moins dans le mercato, parce que je pense que c'est quelque chose qui le titillait un petit peu, mais dans le contrôle un peu du narratif, ça, comme il avait vraiment ces compétences-là. Mais... Tu sais, jusqu'à quel point, je me souviens, Miami l'a fait beaucoup, mais
Je pense que c'est pas à Chicago qu'on parlait ouvertement avec De Bruyne. Bref, il y a des clubs comme ça qui disent ouvertement on a fait une offre, on essaye cette piste-là, etc., etc. Jusqu'à quel point ça existe vraiment, cette réalité-là, où Montréal dit nous sommes en contact avec tel joueur, on espère le convaincre, on n'est pas tout seul, mais on travaille sur cette piste-là. Jusqu'à quel point ça va vraiment faire du gros changement sur les négociations ou sur éventuellement son arrivée ou pas à ce joueur-là? Est-ce que ça ne sert pas, même si tu arrives à ne pas signer le joueur, est-ce que ça finalement, ça ne sert pas le bien du club d'avoir ces conversations sur des pistes de joueurs? Oui, moi je pense que oui, parce que c'est un club qui rentre de plein pied dans cette dynamique de mercato. Puis tu as besoin d'alimenter ton public, tu as besoin justement de montrer que tu es un club qui justement a cette capacité genre, comme d'aller chercher des trucs, même d'être un club que tu peux utiliser. Parce qu'à une époque, justement, l'époque pré-Renard, le nom de Montréal sortait beaucoup plus. On était encore sur la fin de Drogba, puis c'est comme ça sortait, là. Parfois de façon très farfelue, mais ça sortait. Puis il y a eu une espèce de verrouillage, puis qui va peut-être continuer, parce que je pense que tu l'avais dit en CCPP, ben là, c'est la famille. Il n'y a aucune chance que ça sorte, exact. Aucune raison que quoi que ce soit ça. Mais là, comme littéralement... c'est vraiment... À chaque fois que ça sort pas de Montréal, ça sort de l'autre côté. Non, mais c'était, je veux dire, avant, il n'était pas beaucoup. Comme entre Olivier et Vassili, bon, je veux dire, parfois, il y avait quelque chose qui circulait sur un papier et tout, puis bon, il y avait des regards curieux. Mais là, mais je ne pense pas que ça les sert. Et effectivement, si c'est quelque chose qui, en tout cas, moi je le sais, comme on m'a fait comprendre, mais tu vois, moi, par exemple, pour le coup, Nilt, ce que je vais être très curieux de voir, c'est comment on va communiquer sur les arrivées. Parce que ça me fera dire que vous avez véritablement travaillé dans le mois de juin, juillet, ou quoi que ce soit. Tu sais, si c'est pour nous faire un communiqué, puis that's all. Ils nous feront une vidéo de la première visite au mois de février dans tel championnat. Mais tu sais, je veux dire, moi, la vision, écoute, ce sera rien. J'espère qu'en ce moment, dans les cartons, les projets soient déjà là et qu'on a hâte au 24 juillet, le jour de l'ouverture, pour annoncer de quoi. Parce que sinon, tu auras juste l'impression que vous avez attendu le 24 pour vous mettre à travailler, ce qui n'est pas le cas. Mais non, c'est sûr que non, ça prend du temps. Mais toutes ces histoires-là sont intéressantes. Quand on entend les histoires où Anelka avait contacté Montréal, où ils avaient essayé avec des pieds, il y a plein de ces histoires, même si ça n'aboutit pas avec une fin intéressante ou positive, ça reste des histoires que le partisan / les médias ont besoin présentement. Parce que là, aller au stade, là, c'est pénible. Là. Ça dépend pourquoi tu vas au stade. Ça reste qu'il y a une moyenne de 16 000 personnes. Bon, tu me diras qu'il y a 13 000 billets de saison et que là, tu es encore sur l'effet Messi. Mais je trouve que c'est une expérience qui reste agréable. Maintenant, le produit sur le terrain, on s'entend. Moi, j'ai besoin d'être attaché à un espoir sur OK, présentement, quand je vais au stade, c'est pour voir comment Seinchuk peut devenir intéressant. On est capable de s'attacher à peu de choses sur le terrain, exact. Puis je pense qu'on finira sur ça, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a un gros défi du côté Panton et Camara, dans le sens qu'il y a des histoires à raconter. Il faut arriver à prendre le taureau par les cornes. Et je crois qu'il faut être proactif. Tu sais, ce côté un peu toujours timing. Tu sais, on parlait de à quel moment on annoncerait que Donadel a pu son tag d'intérim. OK, mais si tu attends vraiment les 3 victoires en ligne qui feraient en sorte que tu es suffisamment à l'aise pour le faire, il est possible qu'elles n'arrivent jamais, ces 3 victoires en ligne. Donc, tu dois prendre le coup de te dire, OK, on le fait. Un peu comme on avait annoncé la prolongation de Wilfried Nancy sa première et sa seule à un moment qui était un moment creux. Là. On l'avait fait pareil, puis on avait pris le contrôle du narratif, puis on était allé l'avant avec ça. Je pense que du côté de CF Montréal, cette idée toujours un peu de subir ce qui se passe, puis de réagir, ça, il faut le casser. Il faut le casser complètement. Puis ce qu'il faut casser aussi, c'est cette crainte de se tromper. Ils veulent tellement ne pas se tromper dans leur initiative, puis pas pour revenir à la conversation qu'on a presque enregistrée sur Panton et Hassoun.
ces gars-là arrivent avec une certaine fraîcheur, avec des idées complètement nouvelles. Même Alexandre va arriver avec une dimension différente au club parce qu'il y a une approche qui n'est pas culture foot. Hassoun arrive avec une joie de vivre et peut-être... Lui, il a l'amour du club, là, il n'y a aucun doute. Il est à high et il veut provoquer quelque chose de positif. Ils vont arriver avec des idées, des initiatives, peut-être un peu champ gauche. Il va falloir éventuellement les laisser se planter dans certaines initiatives et pas avoir cette culture-là, parce que tout employé arrive dans une entreprise hyper motivé. Ce qui va déterminer son succès, c'est quand il va se planter, comment il va être traité. Est-ce qu'on va encore l'appuyer? Est-ce qu'on va... Et là, il faut... Parce que ça fait une dizaine d'années qu'on essaye toujours la même chose, qu'on a cette méfiance-là au club. Ça ne peut pas aller plus mal que ça l'est présentement. Essayons quelque chose. Essayons des histoires différentes. Essayons des approches différentes. Non, et changeons la culture à certains égards. Je veux dire, il y a quelque chose qui est vraiment important puis, sur la manière de marketer les joueurs. Tu as dû le remarquer, les joueurs de façon individuelle ne sont pas promus, ne sont pas marketés. Là, je viens de voir un article, je pense que c'était sur le Grenier, qui mettait de l'avant la publicité de BMO. Une publicité de BMO où tu vois la porte-parole de BMO, tu vois aucun joueur du CF Montréal. Et un peu trop, non mais trop souvent, les joueurs sont invisibles. On voit le logo, on voit des gens habillés en bleu, on ne voit pas les joueurs. Au début, après la Gold Cup, il y a eu un peu d'hésitation du côté du club sur la manière dont on va mettre de l'avant Escobar. On a vu les réactions un petit peu hystériques et positives de la fanbase, mais sportivement, ça correspondait à un moment où Escobar ne jouait pas avec le CF Montréal. Il n'était même pas sur les feuilles de match. Mais là, tu es comme, OK, mais là, les gens réagissent très positivement, peut-être même un peu trop à notre goût. Lui, il ne joue pas, ça met de la pression sur le coach ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met de l'avant? Et puis, à moi, c'est de comprendre que, guys, il faut y aller. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de pousser le joueur. Il y a le joueur, il y a le logo. C'est pas grave. Mais si, en plus de cela, les joueurs sont maintenant des passagers de 1 an, 2 ans, gros max, c'est impossible de ne pas se dire, OK, tout de suite, on met le paquet. Depuis le début, exactement. All-in depuis le début. Et Alistair Johnston, je rappelle à nos auditeurs, il n'est pas resté longtemps, hein. Mais pas du tout même. Et pourtant, son impact émotionnel, il est fort. Parce que lui, très rapidement, il était de toutes les conférences de presse, il était de toutes les communications réseaux sociaux. Et puis il y avait une personnalité attachante un battant dans le terrain. Et, non, c'était un leader, tout ça. Donc oui, il faut profiter de ce moment-là pour que finalement, quand on passe à l'autre étape, qu'on ne soit pas gêné qu'il passe à l'autre étape, puis qu'on fasse les choses qui restent positives du début jusqu'à la fin. Bref, en tout cas. Sid, un gros merci. Écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Et en même temps, désolé pour le gros bug technique au début. Hein? Les gens croient pas, puisque là, on est on a une bonne heure et quart de contenu, fait que les gens ne croiraient pas qu'on n'a même pas enregistré une partie du podcast. Allez, Sid, à la prochaine. Merci.